Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 12 octobre. Toujours pas de répit pour les Palestiniens. 48 heures après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, le bilan s'est alourdi à 67 806 martyrs, tandis que les Palestiniens attendent avec impatience la libération de quelques 2000 prisonniers des geôles sionistes. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce dimanche l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 au siège de la Cour suprême à Alger. Et puis l'armée nationale populaire réaffirme sa disponibilité et sa préparation totale à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces. On fera un zoom dans ce journal sur l'édito du numéro spécial du mois d'octobre de la revue El Jaish. Et enfin, un 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui. Alger commémore cette date clé au Palais de la Culture Moufti Zakaria. Bonsoir à toutes et à tous. 48 heures depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza et les massacres sionistes se poursuivent. Ce dimanche, le bilan s'est une nouvelle fois alourdi, atteignant les 67 806 martyrs et 170 066 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 124 civils, dont 117 extraits des décombres, ont été transférés dans les hôpitaux de la bande durant les 24 dernières heures. Alors que les dizaines de milliers de Palestiniens déplacés regagnent petit à petit le nord de la bande, une étape cruciale débutera dès lundi matin, celle de la libération des prisonniers palestiniens contre des captifs sionistes dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. Les détails, Souhila Kilal. Plus de 2000 prisonniers palestiniens détenus dans les geôles sionistes, dont les noms ont été rendus publics hier vendredi, devraient être libérés avant lundi 11h en échange des 48 captifs et dépouilles de sionistes, marquant ainsi la première étape d'un accord de cessez-le-feu conclu sous médiation américaine. Les détenus palestiniens ont été regroupés dans 2 établissements pénitentiaires, dont la prison de Ofer, près de laquelle des bus ont été observés en prévision de la libération des détenus palestiniens, parmi eux quelques 250 purgés jusqu'alors de longues peines et 1700 autres arrêtés depuis le début du génocide sioniste. Même si la libération des détenus palestiniens suscite des inquiétudes et de nombreuses questions côté palestinien, notamment celle de savoir les conditions de leur libération et leur destination, elle n'en est pas moins une très bonne nouvelle qui redonne de l'espoir aux Palestiniens en général et aux Gazaouis en particulier de voir leur cauchemar prendre fin après 2 longues années d'un génocide pendant lequel toutes les lois fondamentales des droits de l'homme ont été bafouées. Mais les Palestiniens restent tout de même prudents et sceptiques, car l'entité sioniste a une réputation qui la précède, celle de violer les accords et les faire voler en éclats, comme ce fut le cas lors du précédent cessez-le-feu à Gaza. Pour échapper à la justice et se maintenir au pouvoir, Netanyahou a tout mis en œuvre pour faire durer le génocide et retarder les accords de paix. Car qui dit fin du génocide sioniste dit fin politique du tortionnaire le plus conspué de son époque, j'ai nommé le dit Netanyahou. Les Palestiniens, soulagés d'enfin pouvoir retourner chez eux, constatent néanmoins l'ampleur des dégâts causés par les forces d'occupation sionistes. Mahmoud Abou Emeira, résident du camp d'El Shat dans la ville de Gaza, s'est effondré en voyant ce qu'il restait de sa maison côtière qui était bâtie jadis dans l'un des plus beaux quartiers de l'enclave. Après 2 ans de siège, les Nations Unies ont exhorté l'entité sioniste à ouvrir immédiatement tous les points de passage frontaliers vers Gaza et à lever les restrictions imposées à l'UNRWA, et ce afin de faciliter l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans l'enclave. Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA, a déclaré samedi que l'agence disposait actuellement de suffisamment de vivres pour nourrir l'ensemble de la population de Gaza pendant 3 mois, ce qui est crucial pour lutter contre la famine qui sévit dans la région.
Et alors que l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste prévoit l'ouverture totale des points de passage de l'aide humanitaire et son renforcement, de nombreux camions restent néanmoins bloqués au sud de la bande, les forces d'occupation sionistes refusant leur entrée directe dans la bande ravagée par des mois de famine. Et la vague de solidarité avec la Palestine ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de personnes ont marché ce dimanche à travers le monde en soutien à la cause palestinienne. Certains manifestants exprimant leur scepticisme quant à la tenue d'un cessez-le-feu après un génocide qui a duré 2 ans. Madame Zitouni. De Sydney à Londres, de Berlin à Vienne ou aux Pays-Bas, les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Portant des kéfiers, des drapeaux palestiniens et des affiches, ces manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer les droits des Palestiniens et dénoncer l'occupant sioniste. Aujourd'hui, nous célébrons également la fin des bombardements à Gaza. Nous envoyons également un message pour que les yeux du monde restent toujours fixés sur Gaza. Nous voulons toujours que des sanctions soient imposées à Israël et nous voulons toujours voir le peuple palestinien pouvoir prendre son destin en main et ne pas se voir imposer une autre forme de colonisation. Les peuples du monde sont mobilisés. Ça fait 2 ans qu'on est là dans les rues, tous les mois, toutes les semaines. Et il est temps que nos dirigeants vraiment prennent des mesures. On en a assez. On en a assez de ce massacre de masse, de cette tuerie. C'est pas acceptable du tout. Il est temps que les choses changent. À Maastricht, aux Pays-Bas, des milliers de chaussures pour enfants ont été déposées samedi sur la place de la ville pour commémorer les enfants palestiniens assassinés à Gaza, tandis que les participants brandissent des portraits de jeunes victimes et de journalistes assassinés dans l'enclave. Ces chaussures représentent les enfants assassinés à Gaza ces 2 dernières années. Nous avons également des pancartes avec les noms et les visages des journalistes assassinés. Plus de 300 personnes qui faisaient leur travail, rapportant la vérité sur la réalité du terrain à Gaza lorsque les journalistes internationaux n'étaient pas autorisés à entrer. Soulagés par le cessez-le-feu à Gaza, mais très sceptiques sur la suite, les manifestants pro-palestiniens semblent très déterminés à poursuivre leur combat pacifique aux 4 coins du monde. Après 2 ans de gel, les marchés de Gaza reprennent petit à petit leurs activités. Ce dimanche, les rues étaient bondées de Palestiniens cherchant à se procurer enfin quelques produits de première nécessité. Une scène inédite depuis octobre 2023. Regardez. Les gens n'ont pas d'argent. Les biens sont bons au marché, mais les gens n'ont pas d'argent. Les gens sont déplacés dans les rues et ne trouvent pas d'endroit où rester. Personne ne se soucie d'eux. La vie est dure. C'est merveilleux que le cessez-le-feu ait lieu. C'est une bonne chose et Dieu merci. Certaines personnes sont sorties de la guerre en toute sécurité, malgré les conditions dont nous avons souffert et dont nous souffrirons. Mais Dieu merci, tout redeviendra comme avant le 7 octobre. Ici, grâce à Dieu, les marchés et les gens sont revenus et la vie revient et c'est très beau et c'est une joie pour les enfants, une jolie pour tout le monde. Nous étions tellement heureux du cessez-le-feu que la sûreté, la sécurité soient revenues. C'est la chose la plus importante, malgré les destructions et tout ce que nous avons traversé. Dieu merci, une fois la trêve annoncée, la vie est revenue à la normale. Beaucoup de questions se posent à présent sur le sort de la bande de Gaza après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas a déclaré ne pas participer à la gouvernance de l'enclave. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche une source du mouvement à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien et qui rassemblera en Égypte une vingtaine de dirigeants autour du président américain Donald Trump.
Les persécutions et les agressions sionistes s'intensifient en Cisjordanie occupée. Un Palestinien a été blessé après avoir été ciblé par les forces d'occupation ce dimanche dans la ville d'Aram, au nord d'Al-Quds occupée. À noter que les villes et les camps de réfugiés de Cisjordanie occupés sont le théâtre de raids et d'incursions quotidiennes où les forces d'occupation et les colons rasent les terres, arrachent des arbres et saisissent des biens. Ces raids s'accompagnent bien sûr de violences, d'arrestations et de tirs à balles réels contre les civils. Je vous le disais donc il y a quelques minutes, les préparatifs sont en cours dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh en prévision d'un sommet international prévu demain lundi. Objectif, finaliser un accord visant à mettre fin au génocide sioniste à Gaza. Plus de 20 dirigeants, dont le président américain Donald Trump, participeront donc à ce sommet dit de la paix. Au Liban, la force intérimaire des Nations Unies a fait état ce dimanche d'un soldat de l'ONU blessé par une grenade de l'armée sioniste larguée près d'une position de la FINUL dans le sud du pays. Pour rappel, début octobre, la FINUL avait déjà rapporté des attaques similaires, affirmant que des drones sionistes avaient largué plusieurs grenades à proximité de ces soldats qui assuraient la sécurité d'ouvriers chargés de déblayer des décombres. Des agressions répétées de la part de l'entité sioniste qui poursuit ses violations flagrantes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international. On en parlait en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce dimanche l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 au siège de la Cour suprême à Alger. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de cadres supérieurs. Toujours en Algérie, l'armée nationale populaire réaffirme sa disponibilité et sa préparation permanente et totale à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces, quelle qu'en soit la nature ou l'origine. Dans l'éditorial de son numéro spécial du mois d'octobre, la revue El Jaish a souligné que les réalisations accomplies par l'ANP traduisent son engagement et sa disposition à constituer un rempart solide contre toute tentative de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité de l'Algérie et à la quiétude de son peuple. Avec un profond sens du devoir national et une grande conscience des enjeux à relever, l'armée nationale populaire poursuit avec détermination et persévérance l'accomplissement de ses nobles responsabilités dans la défense de notre chère patrie et le renforcement de sa souveraineté et son indépendance. Elle démontre avec mérite sa disponibilité, son professionnalisme et son efficacité dans l'exécution de ses nobles missions. Ses fils sont toujours prêts à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, n'ayant d'autre objectif que de faire régner la sécurité et de répandre la quiétude à travers tout le territoire de notre précieuse patrie. L'éditorial de la revue a par ailleurs réaffirmé la volonté de l'armée de poursuivre le processus de modernisation et de développement à travers une stratégie de défense solide fondée sur des approches étudiées et globales dans divers domaines. Notre armée nationale populaire, plus que jamais déterminée à suivre les évolutions dans les domaines de la défense et de la sécurité, poursuit sans relâche sa voie de modernisation et de développement, ayant déjà accompli de longs progrès, tout en s'adaptant aux exigences de la phase actuelle marquée par des défis sécuritaires, technologiques et de développement.
Autre actualité en Algérie, le navire de guerre américain, l'USS Roosevelt, est arrivé ce dimanche à Alger, illustrant l'amitié durable et la coopération en matière de sécurité entre Alger et Washington. Pendant son séjour, l'équipage du navire participera à diverses activités visant à promouvoir les collaborations et les échanges culturels. Économie, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, participera aux réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiendront à Washington du 13 au 18 octobre. Selon un communiqué, plusieurs sujets seront abordés lors de ces réunions, notamment les perspectives économiques et les défis de la croissance dans un monde en pleine mutation. À cette occasion, Salah Eddine Taleb prononcera une allocution lors de la séance publique du comité du FMI. Un mot d'énergie à présent. L'Algérie a maintenu sa position de fournisseur majeur de gaz à l'Espagne, occupant la première place au cours des 9 premiers mois de l'année en cours, surpassant ainsi les États-Unis. Selon les dernières données, la part de l'Algérie dans les importations espagnoles totales s'élevait à 33,4%. Les quantités totales de gaz naturel et liquéfié fournies durant cette période atteignant environ 8,01 milliards de mètres cubes standards. Renforcement du partenariat économique et industriel entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Le ministre de l'Industrie, Yahya Bachir, a reçu ce dimanche l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, Saïf Ben Nasser Al-Badaï, accompagné du président exécutif de la société Karwa Motors, Ibrahim Ali El-Balouchi. Les deux parties ayant examiné les voies et moyens de renforcer les investissements communs dans le domaine de la construction des bus et des véhicules utilitaires tels que les camions de lutte contre les incendies et les véhicules lourds dans le cadre de l'approche de partenariat gagnant-gagnant. Sahara occidental, 50 ans se sont écoulés depuis un moment historique décisif pour le peuple sahraoui, la proclamation de son unité nationale. Cette étape symbolisée par le congrès d'Ain Bentili a scellé la volonté collective pour unir toutes les forces autour d'un même objectif, liberté, autodétermination et indépendance du Sahara occidental. Aujourd'hui, au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger, le 50e anniversaire de cette unité nationale sahraoui a été célébré. Les détails, Maria Chouyer. Il y a 50 ans, le 12 octobre 1975, l'unité nationale sahraoui a été scellée. Le peuple sahraoui est, depuis cette date historique, uni sous la même bannière, le Front Polisario. Un moment décisif dans l'histoire du peuple du Sahara occidental, marqué par la volonté de mettre fin aux divisions tribales et d'unir toutes les composantes du peuple sahraoui autour d'un même idéal, la liberté et l'autodétermination. Aujourd'hui, cette unité, toujours portée par le Front Polisario, est incarnée dans des institutions solides, continue d'être le socle de la résistance sahraoui, animée d'un esprit indéfectible, transmis de génération en génération. Au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger, le 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui a été célébré, rappelant l'importance de cette étape majeure dans l'histoire de la lutte du peuple sahraoui. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de cet événement historique. L'unité nationale, sous la direction du Front populaire et dans le cadre des institutions solides du Sahara occidental, demeure forte et préservée, animée du même esprit que celui des débuts. Un esprit indéfectible, inébranlable, dont la flamme ne s'éteint pas et dont l'éclat ne faiblit jamais. Elle se transmet de génération en génération, malgré toutes les tentatives visant à la briser. Des tentatives auxquelles l'État de l'occupation marocaine a consacré toute son expérience en matière de brutalité et de répression, ainsi que toute son ingéniosité dans l'art du chantage, afin d'influencer les positions, de mener une guerre psychologique et de détruire la volonté et la détermination du peuple sahraoui.
Face aux tentatives répétées de l'occupant marocain d'affaiblir cette cohésion par des moyens allant de la répression brutale, l'arrestation arbitraire, violation des droits humains, à la torture physique et torture psychologique, le peuple sahraoui demeure inébranlable. Ses souffrances profondes endurées depuis des décennies n'ont fait que renforcer la détermination et la volonté d'un peuple qui défend farouchement son identité et son droit à décider de son avenir. Cette lutte incessante est un témoignage vibrant de la résilience sahraoui. Le peuple sahraoui ne renoncera jamais à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Il ne peut accepter que l'occupation lui soit imposée comme un fait accompli, quelle que soit la justification avancée. Aucune tentative visant à contourner les principes de la légalité internationale et du droit international qui classe clairement la question sahraoui comme une question de décolonisation n'a abouti. Aucune tentative ne réussira à remettre en cause le droit inaliénable, imprescriptible de notre peuple à décider de son propre destin, pas plus qu'auparavant, on l'a essayé en vain par la force du fer et du feu d'imposer le fait accompli au peuple sahraoui. La question sahraoui est reconnue comme une affaire de décolonisation par la communauté internationale et ce droit inaliénable et imprescriptible reste au cœur de la revendication sahraoui. Rien ne saurait l'éteindre, pas plus que la force ou la violence n'ont jamais réussi à le faire par le passé. 50 ans d'histoire, de combat et d'unité. 50 ans après, le message reste le même. L'unité et la force du peuple sahraoui et son engagement pour la liberté demeurent intacts. Dans le même dossier, plusieurs pétitionnaires ont réitéré à New York lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, dénonçant le non-respect par le Maroc du droit international et des résolutions de l'ONU. Lors de son intervention, le membre du collectif sahraoui des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental et chef de la section Amérique du Nord, Mansour Al-Khattat, a renouvelé la ferme détermination du peuple sahraoui de poursuivre sa lutte pour l'obtention de ses droits inaliénables à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance. L'occupation promeut ce qu'elle appelle développement, mais de quel développement s'agit-il? Est-ce la construction d'usines pour extraire l'or ou le phosphate ou la création de centres d'exportation des ressources halieutiques alors que des milliers de personnes vivent dans le dénuement depuis plus de 50 ans? Nous exigeons l'application du droit international et l'octroi immédiat au peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination sans plus attendre. Nous appelons également à l'arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles et à la libération de tous les prisonniers sahraouis. وإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين إن الصحراء الغربية لم تكن يوما جزءا من المغرب. Le Sahara occidental n'a jamais fait partie du Maroc et tous les témoignages historiques le confirment. Le rapport du secrétaire général de l'ONU, publié le 31 juillet 2025, a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu accéder au Sahara occidental depuis 2015. Il a également souligné que l'occupation marocaine réprime les manifestations pacifiques réclamant le droit à l'autodétermination. Auparavant, le représentant de la France auprès des Nations Unies, Armand Brérard, avait déclaré le 15 novembre 1960 que le Sahara occidental ne faisait pas partie du Maroc. La complicité de certains États et institutions dans le soutien à l'occupation marocaine, motivée par des intérêts économiques, est aujourd'hui dévoilée face à la prise de conscience et au réveil des peuples. Le mécanisme d'action de l'Aïon occupé a dénoncé avec force les procès inéquitables auxquels sont soumis les militants sahraouis devant les tribunaux de l'état d'occupation marocain, exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers des prisons du Mersenne. Dans un communiqué, l'organisation sahraoui a dénoncé la répression systématique et le ciblage des militants sahraouis à l'intérieur et à l'extérieur du territoire occupé au moyen d'accusations fabriquées de toutes pièces, d'aveux extorqués sous la torture et de harcèlement des familles. Les autorités d'occupation marocaines ont refusé de faire comparaître les prisonniers Salah ad-Din Sabar et Ibrahim Babit au tribunal où l'audience s'est déroulée à distance. Ceci malgré l'insistance des détenus sur leur droit de comparaître en personne devant le tribunal. On
Afghanistan, l'opération lancée samedi par les autorités talibanes contre le Pakistan à la frontière commune entre les deux pays en réponse aux frappes aériennes sur Kaboul attribuées à Islamabad s'est terminée, selon ce qu'a déclaré le ministère de la Défense du gouvernement taliban. Le porte-parole du ministère de la Défense a ajouté que si les terres afghanes sont à nouveau violées, les forces armées seront prêtes à réagir et à agir, je cite, avec fermeté. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.